Saviez-vous qu'il existe un traité de paix si ancien qu'une copie de celui-ci est désormais exposée au siège des Nations Unies? Il a été signé il y a plus de 3000 ans par un roi qui ne se contentait pas de régner, il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant éternel. Au cœur du désert africain, là où le soleil semble brûler le temps, une légende est née. Un garçon, fils d'un roi, mais destiné à quelque chose de bien plus grand que la couronne. Tandis que les dunes murmuraient des secrets au vent du Nil, les prêtres levaient les yeux vers le ciel à la recherche de présages. C'était comme si les dieux avaient choisi ce moment pour façonner l'avenir. Son nom a traversé les millénaires comme un tonnerre silencieux, Ramsès II. Appelé par beaucoup le Grand, Ramsès n'était pas seulement un pharaon. C'était un guerrier infatigable, un architecte obsédé par l'éternité, un maître en politique, peut-être plus important encore, un conteur des histoires gravées dans la pierre qui ne seront jamais oubliées. Mais qui était vraiment cet homme qui osait se tenir aux côtés des dieux eux-mêmes? Pendant des siècles, l'image de Ramsès a été façonnée par des peintures murales colossales, d'immenses statues et des temples où il apparaît écrasant ses ennemis ou couronné par des divinités. Mais derrière ces images se cache une vérité plus complexe. Ramsès était aussi un être humain, avec des peurs, des pertes et des décisions qui ont façonné non seulement l'Égypte, mais toute l'histoire du Proche-Orient. Dans cet épisode, nous dévoilerons non seulement les actes légendaires de Ramsès II, mais également les mécanismes politiques, les stratégies de guerre et les coulisses diplomatiques qui ont fait de lui l'un des noms les plus influents de l'Antiquité. Se préparer. Car ce n'est pas seulement l'histoire d'un pharaon. C'est l'histoire de la façon dont un homme a essayé de battre le temps. Dès son plus jeune âge, Ramsès II apprit qu'il ne suffisait pas de naître prince pour devenir pharaon. L'Égypte qu'il a reçue au XIIIe siècle avant Jésus-Christ était une terre marquée par l'instabilité, les héritages des dynasties précédentes et les menaces constantes de l'extérieur. Son père, Séti Ier, avait accédé au trône avec pour mission de rétablir l'ordre après une période de turbulence. Et c'est dans cet environnement d'attente et de vigilance que le jeune Ramsès a grandi. Né vers 1303 avant J.C., Ramsès était traité dès sa naissance comme plus qu'un noble. Il était considéré comme le symbole du renouveau de l'Égypte. Il était inhabituel que les princes soient formés avec autant de rigueur, mais Séti Ier avait des projets ambitieux pour son fils. Enfant, Ramsès a été initié au mystère de la religion, de la politique et de la guerre. À l'âge de 10 ans, il accompagnait déjà son père dans les campagnes militaires. Tandis que d'autres garçons apprenaient à écrire ou à chasser, Ramsès observait comment on commandait une armée, comment étaient élaborées des stratégies et comment les hommes étaient dirigés sur le terrain. Chaque bataille remportée par Séti était aussi une leçon vivante pour le jeune prince. Mais son apprentissage ne se limite pas au champ de bataille. Ramsès étudia avec des scribes, des architectes et des prêtres. J'ai appris l'existence des dieux, de l'ordre divin appelé Copin, qui maintenait l'équilibre de l'univers, et sur l'importance de préserver cet équilibre grâce à un gouvernement juste. À l'âge de 14 ans, un événement rare se produit, Ramsès est nommé prince-régent. Cela signifie qu'il a commencé à régner aux côtés de son père, comme un pharaon en formation. Cette décision a montré que Séti Ier avait pleinement confiance en ses capacités de leadership. Au cours de ces années, Ramsès s'est façonné comme un guerrier et un dirigeant. Mais surtout comme symbole. Il n'était pas seulement considéré comme le successeur du trône, mais aussi comme l'élu des dieux, un pont entre le ciel et la terre. Le chemin vers la couronne était pavé, mais le véritable test restait à venir. Nous étions en 1279 avant Jésus-Christ. Avec la mort de Séti Ier, l'Égypte a non seulement perdu un dirigeant, mais aussi un pilier de stabilité dans un monde plein de conflits de pouvoir. À la place de son père, un nouveau leader émerge désormais, jeune, déterminé et entouré d'attentes. À 24 ans, Ramsès II fut couronné pharaon, le titre le plus puissant de son époque. Dans l'Égypte ancienne, le pharaon n'était pas seulement un chef d'État. Il était le lien vivant entre les hommes et les dieux. Sa parole n'était pas seulement une loi, c'était la volonté divine.
Lors de la cérémonie de couronnement, Ramsès fut consacré, seigneur des deux terres, la haute et la basse Égypte et proclamé fils du dieu Soleil, le soleil. À partir de ce moment, il a cessé d'être un simple homme. Il en est venu à être considéré comme un être sacré. Assumer ce rôle exigeait plus que du courage. Cela exigeait équilibre, stratégie et connaissance approfondie de la machine administrative complexe de l'Égypte. Au cours des premiers mois, Ramsès ne s'appuyait pas uniquement sur le symbolisme de la royauté. Il s'immerge dans les affaires royales, il analyse les impôts, révise les contrats avec les temples, réorganise la collecte des céréales et renforce les routes d'approvisionnement militaire. L'un des concepts les plus importants qui ont guidé le gouvernement était le principe de « mater », l'idée selon laquelle l'univers ne restait en ordre que si le dirigeant agissait avec justice, équilibre et vérité. Pour le peuple, maintenir le copain, cela signifiait assurer de bonnes récoltes, la paix aux frontières et l'harmonie spirituelle. Pour Ramsès, c'était une responsabilité sacrée. Même s'il était jeune, il surprenait les conseillers plus âgés. Il était minutieux, curieux et imposait son autorité sans arrogance. Le trône ne l'a pas transformé, cela vient de révéler le leader qu'il était déjà. Mais l'Égypte n'était pas un paradis. À la frontière, les ennemis avançaient. Et bientôt, Ramsès devrait faire ses preuves non seulement dans les salles du palais, mais aussi sur le champ de bataille. 5 ans après son accession au trône, Ramsès II allait faire face au plus grand défi de sa jeunesse. Au nord, une menace grandissait, l'Empire hittite, puissant rival qui disputait à l'Égypte le contrôle de la Syrie et des routes commerciales de la région. Le point central de ce conflit était Kadesh, une ville fortifiée hautement stratégique. En 1274 avenue JC, Ramsès dirigea l'une des plus grandes mobilisations militaires de l'Égypte ancienne. 4 divisions de soldats, appelés Amon, Ra, Ta et Set, ont marché avec environ 20 000 hommes vers le camp ennemi. Il menait lui-même l'avancée, dans un carrosse décoré d'or, symbole de la force divine dans le monde terrestre. Mais la campagne a failli se terminer par une tragédie. Trompé par les espions ennemis, Ramsès pensait que les Hittites étaient trop loin. En fait, ils se cachaient à proximité, prêts à tendre une embuscade. Lorsqu'ils attaquèrent, ils prirent par surprise une partie de l'armée égyptienne. Le risque de défaite était réel. C'est à ce moment que le pharaon entre dans l'histoire. Isolé, avec peu de troupes aux alentours, Ramsès monta dans son char et affronta le chaos de front. Il réorganise les soldats, appelle des renforts et résiste au siège jusqu'à ce que les ennemis battent en retraite. Bien que la bataille se soit terminée sans vainqueur clair, Ramsès retourna en Égypte comme s'il avait réalisé l'impossible. Et c'est alors que commence quelque chose d'encore plus puissant, la construction d'un récit héroïque. Dans les temples de Karnak, Luxor, Ramesséum et Abou Simbel, des scènes épiques de l'affrontement ont été gravées. Ramsès apparaît seul, vainquant des milliers de personnes, guidé par les dieux. C'était plus que de l'art, c'était de la propagande. Une façon d'immortaliser votre image de guerrier invincible, choisi par les cieux. Kadesh a été un nul militaire mais une victoire absolue dans la guerre de la mémoire. Grâce à cela, Ramsès a non seulement survécu, mais il est devenu une légende. Après les affrontements de Kadesh, Ramsès II a réalisé une chose essentielle, la force brute ne résout pas toujours tout. La guerre pouvait alimenter la gloire, mais elle n'apportait pas la stabilité. Et pour maintenir un empire fort, il fallait plus que des victoires sur le champ de bataille, il fallait des renseignements diplomatiques. Alors que les conflits se poursuivaient dans les régions périphériques, Ramsès opta pour une nouvelle approche. L'Égypte a déjà prouvé sa résilience. Il était désormais temps de construire une paix garantissant la sécurité des frontières et permettant de se concentrer pleinement sur le développement interne. De l'autre côté, le roi Hattusil III, le nouveau dirigeant des Hittites, était confronté à ses propres problèmes, des conflits internes et la menace croissante des Assyriens. Un nouvel affrontement avec les Égyptiens serait trop coûteux.
Les deux dirigeants ont donc commencé à négocier discrètement, avec des émissaires et des lettres échangées en secret. Vers 1258 avant J.C., une étape historique a été franchie, le premier traité de paix officiellement enregistré par l'humanité. L'accord était rédigé en deux versions, l'une en écriture cunéiforme, dans la langue des Hittites, et l'autre en hiéroglyphes égyptiens. Tous deux étaient gravés sur des tablettes et sur les murs des temples. Le contenu du pacte était direct et avant-gardiste pour l'époque. Les deux royaumes se sont engagés à ne plus s'attaquer, à respecter leurs territoires respectifs, à s'entraider contre les envahisseurs et à extrader les fugitifs. De plus, le traité était scellé non seulement entre les rois, mais aussi entre les dieux des deux peuples, comme garantie sacrée de sa validité. Aujourd'hui, une réplique du document hittite trouvé à Hattusa est exposée au siège de l'ONU, comme symbole de la paix universelle. La diplomatie de Ramsès ne s'est pas arrêtée là. Des années plus tard, il consolidera cette alliance en épousant une princesse hittite. Cette union scelle non seulement un traité politique, mais aussi un geste public de confiance et de coopération entre anciennes puissances rivales. Ramsès II avait gagné par l'épée. Maintenant, il a prouvé qu'il savait aussi gagner avec ses paroles. Ramsès II ne se contentait pas de gouverner le présent, il voulait dominer le temps. Son règne, qui dura 66 années impressionnantes, fut marqué par un projet ambitieux, laisser son empreinte sur la pierre, le sable et la mémoire. Dès ses premières années sur le trône, Ramsès entame une véritable révolution architecturale. Il a rénové des temples anciens, restauré des bâtiments abandonnés, plus encore, créé des monuments entiers qui lui sont dédiés. Chaque colonne, chaque mur, chaque statue était considérée comme un rappel au monde, il était le gardien de l'Égypte et l'élu des dieux. L'un des plus grands exemples de cet héritage est le Ramesséum, le temple funéraire construit à Thèbes. Là, le pharaon apparaît en soulagement combattant ses ennemis, faisant des offrandes aux dieux et recevant des bénédictions divines. Mais ce n'était pas seulement un temple. C'était un manifeste visuel du pouvoir, un espace où se rencontraient la religion, la politique et la propagande. Cependant, aucune œuvre ne reflète autant la grandeur de Ramsès que le majestueux Abou Simbel, taillé directement dans la roche du désert nubien. La façade, avec 4 statues colossales du pharaon, mesurant chacune plus de 20 mètres de haut, impressionna les voyageurs et les sujets. À l'intérieur, un détail révèle la précision et la symbolique du projet. 2 fois par an, les rayons du soleil éclairent directement l'image de Ramsès et des 3 dieux, dans une alliance entre l'homme, la nature et la divinité. Ces œuvres n'étaient pas seulement une expression de vanité. Ils avaient une fonction politique. En diffusant son image sur tout le territoire égyptien, Ramsès a renforcé l'idée que sa présence était constante, même là où ses armées ou ses yeux ne pouvaient atteindre. De plus, il ordonna l'érection d'obélisques, l'agrandissement des temples de Karnak et de Luxor et fonda Pi-Ramsès, une nouvelle capitale moderne, pleine de jardins, de canaux et de palais. Plus que de construire avec des pierres, Ramsès a construit un récit immortel. Chaque monument était un chapitre vivant de son histoire, façonné pour résister à l'épreuve du temps et pour témoigner de ce qu'il souhaitait le plus, non seulement rester dans les mémoires, mais ne jamais être oublié. Ramsès II a vécu plus longtemps que tout autre pharaon avant lui. Avec près de 90 ans de vie et plus de 6 décennies de règne, il a vu des générations entières naître et mourir sous son ombre. Pour de nombreux Égyptiens, il n'était pas seulement le chef suprême, il était la personnification de l'Égypte elle-même. Pendant ce temps, il a construit, fait la guerre, fait du commerce et aimé. Il a perdu des enfants, vu ses épouses partir, affronté la trahison et les doutes. Mais il a aussi connu la gloire d'être appelé éternel alors qu'il était encore en vie. Alors que le temps faisait des ravages sur tout le monde, Ramsès semblait immunisé contre le passage des années. Son corps a vieilli, mais son image s'est multipliée dans la pierre, dans l'écriture, dans les chansons. Lorsqu'il est finalement parti, il a laissé derrière lui non seulement des temples et des statues, mais aussi une idée. L'idée selon laquelle un homme, lorsqu'il est guidé par un objectif,
peut devenir un symbole. Ramsès ne voulait pas seulement régner. Il souhaitait contrôler le temps, maîtriser l'oubli et vaincre la mort avec la mémoire. Mais le plus curieux est peut-être de réaliser que, même après plus de 3 millénaires, le monde continue de prononcer son nom. Les musées abritent ses reliques. Les chercheurs débattent de leur stratégie. Les voyageurs du monde entier s'émerveillent encore devant les œuvres qu'il a construites. Ainsi, en fin de compte, Ramsès a réalisé ce que beaucoup recherchent et que peu de gens réalisent. Il n'est pas seulement resté dans les mémoires, il a été immortalisé. Et maintenant, une question reste en suspens. Cherchons-nous à laisser quelque chose d'aussi durable que lui? Ou mieux encore, qu'est-ce qui fait vraiment que quelqu'un traverse l'éternité? Dans le silence des pierres d'Abou Simbel et l'éclat des inscriptions de Karnak, peut-être qu'une réponse résonne encore. Léa nous rappelle que l'éternité ne se mesure pas en années, mais en histoires qui continuent d'être racontées.